Donc c'est 19h05, on va commencer. Donc bonsoir tout le monde. N'hésitez pas à préciser sur le chat si vous entendez pas ou pas assez. On essaiera de régler ça. Donc bienvenue au Human Talk. Je vais juste afficher les commentaires parce que si je dis ça et que je les dis pas, ça va pas marcher. Donc c'est pour l'édition de mars, la 3e de cette année. Je ne peux pas passer. Voilà. Donc pour ceux qui sont là pour la première fois, qui regardent pour la première fois, donc le principe des Human Talk, donc c'est une conférence qui est accessible à tout le monde, tous ceux qui veulent. Donc ce soir, on a 4 talkers qui sont Pauline, Jordan, Rémi et Nicolas, qui sont pas du tout de l'organisation. Ils sont là parce qu'ils avaient envie de présenter un sujet, et donc vous pouvez faire comme eux, venir un jour dire j'ai envie de présenter ça, et on acceptera sans problème. Et aussi, dans l'autre sens, on essaye de faire des choses accessibles au plus de monde pour que ce soit compréhensible même à ceux qui n'ont pas un niveau expert dans un domaine très précis. En temps normal, c'est partout en France. Donc on a plein de petites organisations dans différentes villes de France. Sauf que là, Covid oblige, on s'est tous réunis pour faire des sessions à distance. Donc le principe, c'est donc si vous avez un sujet à partager, vous avez 10 minutes pour le partager, pas plus. Le but, c'est que ce soit une découverte du sujet. Et je vais peut-être un peu trop vite. Et le thème, c'est qu'il faut que ce soit du développement. Il faut que ça puisse intéresser un développeur. Même si c'est pas du pur développement, si c'est un outil qui peut aider un développeur à mieux faire son travail ou à faciliter ses tâches, voilà. C'est tous les 2e mardis du mois, donc c'est facile à retenir. Ouais, voilà. Donc là, les 4 talks vont s'enchaîner, donc ça va être 4 fois 10 minutes. Et à la fin de chaque talk, il y aura un petit temps pour poser des questions. Donc là, vous poserez vos questions sur le chat, on les mettra en évidence et le talker pourra vous répondre. Et si vous voulez avoir les slides, donc pour les talkers qui ont partagé les slides, vous allez donc sur l'URL qui est ici, qui est celle de l'événement, et normalement pour chaque talk, vous pouvez télécharger les slides si vous avez envie. Pour nous suivre, pour être au courant des prochaines sessions, même si on ne communique pas tout le temps en temps et en heure, c'est sur le compte @humantalks. Et on va pouvoir commencer. Donc, je présente vite fait quand même les 4 talks. Donc, on a un premier talk par Pauline qui sera sur les serveurs Cent Events en tant qu'alternative au WebSocket. Un deuxième talk par Rémi. Donc, le but est d'améliorer vos applications web en sortant une touche green. Donc, c'est du Green IT. Un troisième talk sur le server-side rendering pour des applications avec beaucoup de monde. Et un dernier talk qui est sur l'envoyer des mails sans utiliser un SaaS et sans effort. Voilà, par Nicolas. J'ai oublié de préciser, et avant j'ai oublié de préciser, c'est par Jordan. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc le premier talk, ça va être Pauline. Donc je vais te donner la main sur l'écran et je vais désactiver tout le monde et je dis à tout le monde à dans 10 minutes. Merci. Comment je veux tout le monde. Ok, je vais démarrer. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Je m'appelle Pauline, comme l'a dit Yannick. Je travaille chez Théodo depuis à peu près 2 ans maintenant et actuellement je suis tech lead. Aujourd'hui, je vais vous parler de temps réel en web, donc principalement des serveurs Cent Events. Je vais vous parler de ça dans le contexte d'un projet qui me tient pas mal à cœur, c'est mon projet actuel. Il y a à peu près 6 mois, Théodo m'a proposé de participer à la construction d'une app de karaoké. Pour ceux qui me connaissent, j'adore le karaoké, j'adore chanter, donc j'ai dit oui tout de suite. J'étais vraiment hyper contente de travailler sur ce genre de projet. Et dans la construction de l'application, j'ai eu l'occasion de mettre en place une fonctionnalité de contrôle en temps réel qui permet aux utilisateurs d'utiliser leur smartphone comme une télécommande qui va contrôler la vidéo qui s'affiche sur un ordinateur.
Donc tout ça, ça se passe sans fil. Ça permet globalement pour une soirée karaoké réussie de faire passer son téléphone, chacun peut ajouter sa musique et tout va se jouer sur un écran visible par tous pour chanter. Donc pour faire ça, je me suis pas mal renseignée sur le temps réel en web, puisqu'on avait besoin d'envoyer des signaux depuis notre smartphone jusqu'à l'ordinateur. Et en faisant ces recherches, en demandant un petit peu à droite à gauche qu'est-ce qui existait, il y a 2 technos qui se sont détachés. La première, c'est les WebSockets. C'est relativement connu, moi j'en avais déjà entendu parler plusieurs fois. Et on m'a aussi parlé des servers sent events, et pour le coup, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout, donc j'ai choisi de creuser un peu ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter assez rapidement les WebSockets et plus en détail les serveurs sent events. Je vais faire une petite comparaison entre les 2 technos et je vous ferai aussi un retour d'expérience sur ce que j'ai appris en développant la feature. Donc pour commencer, les WebSockets, c'est un protocole de communication qui va permettre de faire du temps réel et d'envoyer des messages entre un serveur et un client. La petite subtilité sur le fonctionnement, c'est que les WebSockets ne passent pas par un protocole HTTP, mais par un protocole qui est custom. Donc la première étape pour pouvoir communiquer grâce à des WebSockets, ça va être la mise en place de ce protocole. Donc le client va envoyer une requête HTTP au serveur en lui demandant si il peut upgrader vers le protocole WebSocket. Et si le serveur lui répond par une réponse positive, alors on va avoir 2 canaux d'écoute qui vont s'ouvrir, à la fois côté client et serveur, et qui vont permettre d'échanger des messages. La communication, elle est bidirectionnelle, donc elle permet à la fois au client de communiquer avec le serveur et au serveur de communiquer vers le client. Et la communication entre nos 2 acteurs, elle va rester ouverte jusqu'à ce qu'un des 2 choisisse de fermer la connexion. Ensuite, pour ce qui est des serveurs sent events, c'est relativement similaire, avec quand même des différences assez importantes. La première différence, c'est que la serveur sent events passe uniquement par un protocole HTTP. Il n'y a pas du tout de protocole custom dans le process. Donc le client va envoyer une requête au serveur, par exemple sur une route qu'on pourrait appeler events, et le serveur va répondre avec un content type un peu particulier, qui est le content type event stream. Donc c'est un type de texte en fait. Le client, en recevant ce type de réponse, va ouvrir un canal d'écoute, donc matérialisé avec la bande rose, qui va lui permettre d'écouter les messages postés par le serveur. Donc on voit que les serveurs sent events, la principale différence avec les WebSockets, c'est que la communication, elle se fait uniquement du serveur vers le client, et pas l'inverse. Donc ça peut être parfois limitant. Et de la même manière, pour la fermeture de la connexion, soit le client envoie un signal, soit le serveur envoie un signal de fermeture de connexion. Pour rentrer un peu plus en détail sur comment fonctionnent les serveurs sent events, je vais vous parler du format event stream, qui est un format texte assez basique et qui va nous permettre d'envoyer plusieurs types d'événements. Pour envoyer un événement du serveur vers le client, il va falloir écrire sur un stream de texte avec le mot-clé que vous voyez ici en ligne 1, qui est le mot-clé data. Derrière, on peut mettre n'importe quoi qui soit du texte et ça va être envoyé vers le client. Pour valider un message, on utilise simplement un retour à la ligne. Donc, vous voyez ici qu'entre notre message 1 et notre message 2, il y a simplement une ligne blanche, enfin une ligne vide, qui permet de séparer les 2. Ce qui est très pratique, c'est qu'on peut aussi envoyer des messages qui sont multilignes, simplement en enchaînant le mot-clé data, mais sans laisser de ligne vide entre les lignes. Et le petit plus qui nous a beaucoup servi, nous, sur notre projet, c'est qu'on peut aussi typer les messages qu'on envoie. Donc, au lieu d'utiliser uniquement le mot-clé data qui va envoyer des messages de type par défaut message, on peut spécifier le type d'event avec le mot-clé event, justement. Donc, nous, comme on était dans un contexte de karaoké, on voulait, par exemple, dire à notre ordinateur de jouer une chanson. Donc, on a typé notre event avec play song. Ensuite, en data, on peut passer un peu ce qu'on veut. Donc là, en l'occurrence, c'était l'ID de la chanson voulue. La petite subtilité, c'est que comme on peut envoyer uniquement du texte, si on veut envoyer des données qui sont un peu plus complexes, il faudra passer par du JSON, par exemple, ou ce genre de format. Le truc que j'ai bien aimé aussi, moi, en développant avec les serveurs sent events, c'est que côté navigateur, c'est hyper facile à débugger. Vous voyez sur le screenshot en dessous, c'est simplement une vue sur les DevTools de Chrome.
Donc, en cliquant sur la requête qui est effectuée par le client, on a cette vue Event Stream qui nous montre tous les messages envoyés au fur et à mesure avec leur type, leur data et la date d'envoi. Et ça se met à jour, bien sûr, automatiquement dès qu'on reçoit un message. Donc, c'est vraiment pratique pour savoir si oui ou non on reçoit correctement les messages envoyés par notre serveur. Ensuite, côté client, ça se met en place aussi relativement facilement. On va utiliser un objet JavaScript qui s'appelle l'event source et qui va gérer en fait la connexion globalement de manière assez autonome. Donc on passe simplement l'URL de la route API qu'on veut appeler. Donc dans notre exemple, c'est la route /events. Ça va nous créer du coup un event source avec lequel on va pouvoir ensuite interagir, notamment pour écouter les messages. Donc par exemple ici, on utilise la propriété onMessage de notre event source. On va simplement lui passer une callback qui va nous permettre de traiter les messages. Donc ça, c'est dans le cas où on utilise des messages de type par défaut. Par contre, là où on peut tirer vraiment tout l'avantage des messages qui sont typés, c'est qu'on va aussi pouvoir ajouter des event listeners sur notre event source en lui précisant le type de message qu'on veut écouter. Ça permet de très bien isoler la logique qu'on veut effectuer selon les types d'events. Nous, on s'en est beaucoup servi pour en fait avoir une logique qui soit séparée, qui soit maintenable, et pour pouvoir faire évoluer assez facilement notre feature. Donc pour récapituler un peu, les WebSockets, les server sent events, c'est deux technos qui permettent de faire du temps réel. Côté WebSockets, on est sur une communication qui est bidirectionnelle et qui utilise un protocole custom. Ça, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais les WebSockets, le petit avantage aussi, c'est que ça permet de faire passer à la fois des données texte, mais aussi des données binaires. Donc, si vous voulez faire du transfert de fichiers, par exemple, ce sera beaucoup plus propice. Et c'est supporté par tous les navigateurs récents. Côté SSE, on a une communication qui est unilatérale, donc uniquement du serveur vers le client, mais on passe uniquement par un protocole HTTP. Pour ce qui est des données, je l'ai dit, on peut simplement faire passer des données texte. Et pour le support navigateur, bon, c'est quasiment bon partout, sauf sur Internet Explorer. C'est souvent le cas d'ailleurs. Je crois qu'il existe des polyfills. Moi, j'ai pas eu l'occasion de m'en servir. Et le petit bonus sur les server sent events, c'est qu'il y a tout un système de reconnexion automatique qui est géré par les server sent events. Donc, ça permet d'avoir une connexion qui est plutôt stable, sans avoir besoin de développer énormément de gestion de cas d'erreur en cas de coupure réseau, ce genre de choses. Pour rentrer un peu plus dans les exemples concrets, côté WebSockets, on va plutôt être sur des applications, par exemple, de chat. Là, on a vraiment tout le bénéfice de la communication bidirectionnelle, puisqu'on veut à la fois pouvoir envoyer des messages et en recevoir. Et côté server sent event, les exemples principaux, ça va être par exemple les fils d'actualité sur lesquels on veut uniquement écouter les nouvelles publications, ou alors aussi les systèmes de notification. Donc maintenant, je vais faire un peu un retour sur ce que moi j'ai appris sur les server sent events. Donc comme vous pouvez vous en douter, j'ai choisi d'utiliser les server sent events pour la fonctionnalité de communication en temps réel. J'ai fait ce choix principalement parce que le fait que ça passe par un protocole HTTP, ça m'a permis de très très rapidement prototyper une version MVP de la fonctionnalité pour pouvoir la présenter au client et la faire tester. En plus de ça, pour notre type de communication, on n'avait pas besoin de passer par autre chose que du texte, donc on n'avait pas cette contrainte de pas pouvoir passer de la donnée binaire avec les serveurs sent events. Et on n'avait pas non plus besoin de supporter Internet Explorer. Donc on n'était pas du tout limité par ces côtés-là. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que comme on a développé nous-mêmes dans un premier temps toute la partie front-end et back-end des serveurs sent events, on a dû nous-mêmes stocker dans notre back-end quelles connexions étaient ouvertes. Donc en gros, qui étaient les clients qui écoutaient nos messages. Et donc ce stockage est nécessaire pour pouvoir ensuite publier des messages aux clients connectés. Ça nous a joué des tours parce que quand on a voulu mettre en prod la feature, on n'a pas pu le faire directement parce qu'on avait plusieurs instances de notre back-end.
Ce qui fait que nos connexions étaient stockées à 2 endroits différents et donc ça posait problème parce que le client pouvait taper sur un serveur ou l'autre et ne pas retrouver sa connexion. Donc, ce qu'on a fait pour nous aider à gérer tout ça, c'est qu'on a migré vers Mercure. Mercure, c'est une sorte de protocole en fait qui va s'interfacer entre le serveur et le client. Donc, au lieu d'avoir notre serveur qui poste directement les messages sur l'event stream du client, on passe par ce protocole Mercure qui expose une URL. Et ça nous permet de nous affranchir de toute cette gestion qui est un peu délicate et qui a beaucoup de edge case potentiels. Et ça nous a permis du coup de simplifier notre code et d'être beaucoup plus confiant sur la réussite de la feature. Et donc après ça, on a pu hyper facilement mettre en prod notre petite feature de contrôle en temps réel et s'en servir pour toutes nos soirées karaoké. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je suis hyper contente de vous répondre. Je sais pas comment ça se passe du coup pour les questions, si c'est moi qui... On va s'en occuper. Je rajoute tout le monde. Ok. Peut-être une première question de Gauthier qui demande: est-ce que tu avais envisagé un simple endpoint REST qui streamait de la data sans format standard? Je suis pas sûre de comprendre la question. Je suis désolée. En fait, on avait la contrainte d'utiliser du temps réel parce que on voulait pas avoir un système de polling côté ordinateur qui allait faire des queries sans arrêt à notre back-end. Et en plus de ça, il y a aussi une forte contrainte de justement temps réel. On peut pas se permettre que l'utilisateur clique sur son bouton play et que ça play 5 secondes après. Maintenant, Du coup, le fait de passer par les serveurs Sentiment, ça reste finalement un endpoint REST avec de la data qui est streamée sur l'event stream justement. Merci pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a une remarque qui dit, donc, sauf erreur de ma part, avec SSE, le requête HTTP reste ouvert, donc ça peut être problématique côté serveur. Est-ce que tu as eu des problèmes avec ça ou pas? On n'a pas eu de problème avec ça. J'ai l'impression que c'est quand même pas mal géré. Enfin, nous, on n'était pas sur Django, on est sur Nest. C'était pas mal géré par les SSE eux-mêmes, justement avec tout ce système un peu de reconnexion qui permet de garder les connexions ouvertes. Après, le fait d'avoir migré sur Mercure, ça permet aussi de plus avoir à gérer ça, puisque notre back-end va simplement envoyer des requêtes sur Mercure et n'a pas à gérer justement les connexions ouvertes. Ok. Bon, a priori, tu as répondu à la question de Gauthier. Je mets du coup sa réaction. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Hop. Merci. Voilà. J'ai une petite question. Est-ce que tu as fait des tests de consommation, par exemple, si tu utilises sur un téléphone mobile, est-ce que ça va consommer plus d'énergie par rapport à du WebSocket? Enfin, j'aurais tendance à dire moins. C'est une bonne question. On n'a pas creusé ça. Moi, selon mon utilisation personnelle de la feature, j'ai pas remarqué une baisse de batterie importante. Je saurais pas te répondre. C'est hyper intéressant comme question. J'irai chercher. Ok. Il n'y a pas d'autres questions, a priori, dans le chat. Ok. Moi, je vois quand même une dernière question. C'est à quelle heure la soirée karaoké? Oui, j'ai pas osé la mettre, mais... Du coup, je propose le karaoké après la fin des talks. Parfait. En direct live, si vous êtes d'accord. Et enregistré sur YouTube. Bien sûr. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va enchaîner, je pense.
Yes. Vu qu'on est 4, on va pas perdre trop de temps. Donc le prochain talk, ça va être Rémi qui va parler du Green IT. Donc Rémi, je vais partager ton écran et je vais enlever toutes les autres. Dans 10 minutes. Ok. Alors bonjour à tous, je m'appelle Rémi Mandens, je suis développeur et je travaille à Théodo. Avec quelques collègues, ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'on s'est intéressé au Green IT et à comment on pouvait réduire l'impact environnemental de nos applications web. Aujourd'hui, je vais vous présenter la démarche qu'on utilise ainsi que les autres effets positifs qu'elle peut avoir sur nos applications. Je vais commencer par une rapide introduction sur l'impact environnemental du numérique. Ensuite, je vais vous montrer comment on peut limiter cet impact à l'échelle d'une application web. Et pour finir, quelques exemples concrets d'amélioration. Le numérique représente 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est l'équivalent de 2 à 3 fois l'impact de la France. Alors ici, je parle des émissions en tant que gaz à effet de serre, mais le numérique a aussi d'autres impacts, comme par exemple l'utilisation de métaux rares ou d'eau potable. C'est aussi un secteur qui est en très forte croissance et si on ne change rien, on peut s'attendre à ce que d'ici 2025, le numérique représente jusqu'à 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Au contraire, si on prend un scénario de sobriété où on va essayer de réduire ces émissions, on pourrait rester en deçà de 5% d'ici 2025. C'est pour ça qu'en tant que développeur, on a un rôle super important à jouer pour limiter cet impact et éviter de rester sur une courbe exponentielle. Maintenant, concrètement, comment on peut limiter cet impact ? Alors, la première étape, elle se passe dès la conception, c'est-à-dire avant même de toucher au code. L'idée, c'est qu'on va avoir une approche de sobriété, c'est-à-dire que toutes les fonctionnalités qu'on va concevoir, il va falloir qu'elles répondent à un besoin précis de l'utilisateur et qu'elles soient faites de manière la plus simple et sobre possible. L'avantage d'une telle approche, c'est qu'en général, ça va améliorer la user experience parce qu'on va essayer d'être au plus proche du besoin utilisateur. Pour prendre un exemple très simple, imaginons un site d'un restaurant. Sur ce site, on veut mettre l'adresse du restaurant, évidemment, pour que les utilisateurs puissent aller y manger. Évidemment, ça, c'est un besoin qui est vérifié. Et ensuite, comment faire pour que cette fonctionnalité soit la plus simple et sobre possible ? Eh bien, par exemple, on peut éviter d'intégrer une iframe et de mettre Google Maps à l'intérieur du site, mais on peut se contenter juste de mettre l'adresse en texte avec un bouton qui redirige vers Google Maps. Comme ça, uniquement les utilisateurs qui ont vraiment besoin de l'itinéraire vont aller voir cette page de Google Maps. C'est uniquement après cette phase de conception avec sobriété qu'on va avoir une approche d'optimisation où on va essayer de faire les fonctionnalités de manière la plus optimisée possible. Pour ce faire, l'idéal, c'est d'avoir des outils de mesure en fait, pour pouvoir comprendre les différentes sources d'impact et pour pouvoir les améliorer au mieux. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à ce jour, il est quasiment impossible d'avoir des outils qui nous permettent de mesurer de manière fiable et sur un système entier l'impact de notre application. Pour vous donner une petite intuition de pourquoi c'est si difficile, imaginons si on regarde les cloud providers, ils ne nous donnent pas à ce jour la consommation énergétique de nos serveurs. Et sans cette donnée, ça va être très difficile d'en déduire des émissions de gaz à effet de serre. Du coup, pour pas perdre la main, on a décidé de choisir des proxy mesures, c'est-à-dire des mesures indirectes qui vont nous permettre de garder le cap. Et même si on ne pourra pas connaître l'impact de manière brute, on aura des mesures pour essayer de le limiter. Pour choisir ces proxy mesures, on est parti de la répartition de l'impact du numérique en fonction des axes de consommation. L'idée là, c'est qu'on va essayer de choisir des proxy mesures sur tous les axes, donc utilisateurs, réseau et data center. C'est vraiment important d'avoir assez de recul et une vision globale du système pour éviter ce qu'on appelle en général un transfert de pollution, c'est-à-dire qu'on va améliorer un des secteurs au détriment d'un autre et en fait sur tout le système, on aura eu un impact négatif. S'il y a une seule chose à retenir sur ce tableau, c'est qu'en fait la fabrication d'équipements utilisateurs, donc de téléphones, d'ordinateurs, est responsable du plus gros impact en fait. Et donc, même si c'est la mesure qui va être la plus difficile, l'impact qui va être le plus difficile à limiter, étant donné que c'est assez indirect par rapport à la création de l'application, on va quand même essayer de jouer là-dessus. Voici donc les proxy mesures qu'on a décidé de choisir. Donc, côté utilisateur, on va d'abord regarder la compatibilité des applications. Évidemment, si on a une application qui peut tourner sur tous les téléphones, tous les navigateurs,
on va éviter d'être responsable en fait qu'un utilisateur rachète un ordinateur ou un téléphone car il ne peut pas faire tourner ses applications sur son téléphone. Un peu de la même manière, on va essayer de faire en sorte que nos sites soient les plus performants possibles. En effet, d'une part, si des applications sont très lentes, ça peut aussi faire en sorte que les utilisateurs vont vouloir racheter des téléphones car ils vont penser que c'est leur téléphone qui est défaillant. Et d'autre part, si on a une application qui est à la fois compatible et aussi performante, alors en général, ça voudra dire qu'elle va consommer très peu de ressources et donc on va limiter l'utilisation de données et la consommation d'électricité. Pour la partie réseau, on va tout simplement regarder le volume des données qui va être transféré. Et pour la partie data center, on va se focaliser sur le prix de l'infrastructure ainsi que la performance back-end. Pourquoi le prix de l'infrastructure? Tout simplement parce qu'en fait, c'est directement corrélé à la consommation énergétique des serveurs. La performance back-end, on va considérer que si un back-end qui ne tourne pas sur des machines très, très chères, évidemment, répond vite, ça voudra dire aussi qu'il va consommer peu de données. Ce qu'on remarque avec ce tableau, c'est que d'une part, en fait, le fait d'avoir ces proxy mesures pour améliorer l'impact environnemental, on va améliorer cet impact, mais d'autre part aussi, on va améliorer les performances et limiter le coût de nos infrastructures. Pour vous donner quelques exemples concrets d'amélioration, on est passé sur plusieurs projets à Théodo et on a trouvé souvent les mêmes sources d'impact. Je vais vous présenter 3 améliorations qu'on essaye de mettre en place en général sur les projets. La première, ça se passe au niveau des images. C'est quelque chose qui est en général très facilement optimisable et là où on peut économiser beaucoup de données. La première amélioration, c'est de sizer les images afin qu'elles soient d'une taille équivalente à la taille pour laquelle elles vont être affichées sur le navigateur. Ainsi, on va diminuer le poids au maximum. Ensuite, on peut mettre en place du cache pour faire en sorte que le navigateur ne télécharge une image qu'une seule fois et ensuite, si on revient sur le site, il ne la téléchargera pas de nouveau. On peut utiliser des images au format optimisé comme WebP qui sont de plus en plus compatibles sur tous les navigateurs. Et enfin, on peut mettre en place ce qu'on appelle du lazy loading, c'est-à-dire, en fait, on va faire en sorte qu'une image ne soit téléchargée par l'utilisateur que lorsqu'elle va arriver proche du champ de la zone visible par l'utilisateur. Ainsi, si on a une personne qui consulte un site mais qui ne le regarde pas en entier, toutes les images qu'il n'aura pas vues n'auront pas été téléchargées sur son navigateur. Il y a aussi beaucoup d'améliorations qui peuvent être faites sur les bundles JS. Donc, les bundles JavaScript, c'est tout le code JavaScript qui est regroupé en un ou plusieurs gros fichiers pour être lu par les navigateurs. On a plusieurs techniques, plusieurs améliorations qui peuvent être faites sur ces bundles. Donc, la première, c'est le code splitting, c'est-à-dire on va faire en sorte que lorsqu'on veut afficher une page, on ne télécharge que le code vraiment nécessaire à cette page et pas le code qui va être nécessaire pour afficher d'autres pages. Ensuite, on peut mettre en place du tree checking, c'est-à-dire lorsqu'on va importer une librairie externe, on va importer uniquement les fonctions dont on a besoin et pas toutes les fonctions. Là encore, on va essayer de limiter le gaspillage. Et enfin, de la même manière que pour les images, on peut mettre en place du lazy loading sur les composants les plus énergivores, c'est-à-dire on va juste afficher le composant sans la logique derrière et une fois que l'utilisateur va vouloir utiliser ce composant, c'est à ce moment-là qu'on va télécharger toute la logique. Ces 2 améliorations vont contribuer à diminuer tout ce qui va être transfert de données, mais aussi à améliorer les performances. Une dernière amélioration que je vais vous proposer, ça va être au niveau des serveurs. On peut faire en sorte en fait, qu'ils soient éteints automatiquement, donc les serveurs de développement évidemment, la nuit et les week-ends, donc quand les développeurs ne s'en servent pas. En faisant ça, on va limiter la consommation énergétique et aussi on va limiter la facture à la fin du mois. Pour résumer, si on veut réduire l'impact environnemental de nos applications, il faut d'abord avoir une première approche de sobriété et ensuite on peut faire de l'optimisation grâce par exemple aux différentes proxy mesures. Ce qui est super, c'est qu'on va avoir un impact positif sur l'environnement, mais en plus qu'en général, on va améliorer la user experience de notre application, on va améliorer les performances et diminuer les coûts de notre infrastructure. Je vais rajouter une dernière chose. Chaque amélioration que vous allez faire va être multiplié par le nombre d'utilisateurs qui vont aller sur votre application. Et donc, en tant que développeur, vous bénéficiez d'un effet de levier super important pour pouvoir avoir un gros impact sur l'environnement avec peu d'efforts. Merci pour votre écoute. Merci. On va passer aux questions-réponses. Donc, je réactive tout le monde.
Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le chat, à les poser. Oui, il n'y a pas encore de questions. Je mets quelques commentaires en attendant. Moi, j'ai une question. Je crois pas que tu en aies parlé dans le contexte où tu travailles en mission pour un client. Comment est-ce que tu vends du temps à ton client pour optimiser ton impact environnemental? Ok, alors du coup, il y a deux cas. Soit le client est sensibilisé, du coup, ça va être beaucoup plus facile. Sinon, on va essayer de lui expliquer qu'en faisant ce genre de geste, justement, il va avoir d'autres avantages sur son application. Ce qui est super, c'est qu'en fait, quand tu vas bosser pour limiter l'impact, tu vas aussi travailler à améliorer ton application. Donc, en général, c'est assez facile à convaincre le client de faire ce genre d'amélioration. Ok, merci. Salut. Est-ce que tu connais des outils qui permettent d'automatiser peut-être la détection justement des pointes? Enfin, tu as développé pas mal de points sur lesquels on pouvait agir pour diminuer la consommation en termes de données, d'électricité, etc. Est-ce que tu as des outils qui permettent de savoir facilement les sujets sur lesquels tu peux agir et avoir de l'impact? Alors du coup, pour les outils, ça va dépendre des proxy mesures. Si par exemple on regarde sur Lighthouse, tu peux assez facilement sur les performances, tu peux assez facilement intégrer des outils de performance comme Lighthouse en intégration continue. Tu peux aussi faire en sorte, je suppose, avec les cloud providers, de recevoir tous les mois ta facture et de voir comment elle évolue. Sinon, il y a un outil qui a été développé assez récemment par une entreprise qui s'appelle Marmelade. Il est en train d'être créé. Et le but, ça va être dans l'intégration continue, de regarder l'impact environnemental. Donc, ce ne sera pas une valeur absolue, mais ce sera une valeur relative en fonction en fonction du code qui arrive. Merci pour la réponse. Il y a d'autres questions un peu dans le même sens. Est-ce qu'il y a un document ou un endroit qui recense un peu toutes ces méthodes dont tu as parlé? Alors pour l'instant, c'est quelque chose qu'on a en interne, mais je pourrais tout à fait partager un document qui résume tout ça, oui. Ok, avec plaisir. Une autre question un peu liée pareil aux outils, plus sur les outils. Dans quelle mesure les outils de dev actuels permettent de développer sobrement? Est-ce que vous comptez créer des outils pour permettre au plus grand nombre d'adopter cette démarche? Alors, j'aurais tendance à dire oui, parce que la plupart les outils qu'on utilise, en général, on va aussi rechercher avoir des outils qui sont les plus performants possibles. Et dans cette optique-là, on a des outils qui vont essayer d'être le plus optimisés possible pour limiter le transfert de données, etc. Mais c'est, disons, un side effect, je pense, qui ne sont pas faits pour limiter l'impact, mais plutôt pour d'autres mesures, comme par exemple la performance. Et pour créer des outils, pour l'instant, c'est pas un projet, mais ce serait une bonne idée. Ok. Il y a une nouvelle question. Qu'est-ce qui est mieux entre charger une fois un gros référentiel de dépendance ou plusieurs fois des petites dépendances quitte à les charger plusieurs fois? Alors je dirais que si à la fin, tu télécharges exactement la même quantité de données, ça aura à peu près le même impact. Mais par contre, ce que tu peux faire pour optimiser ce genre de choses, c'est que tu peux séparer tes dépendances qui vont être utilisées une seule fois de certaines dépendances qui vont être récurrentes sur différentes apps ou même sur ton application entre différentes pages. Comme ça, tu vas pouvoir les cacher et ainsi tu auras un petit paquet de dépendances que tu vas utiliser tout le temps qui vont être cachées et que tu n'auras pas à retélécharger à chaque fois. Mais sinon, pour répondre à ta question, tant que c'est la même quantité de données qui est téléchargée, a priori, ça ne change pas grand-chose, je pense, en termes d'impact environnemental. Ok. Bon. Sinon, il y a des remerciements. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on passe à la suite, peut-être. Ouais. Merci pour vos questions. Donc, la suite. J'avais dit que c'était qui? C'était... C'est à moi. Jordan. Je vais vous parler de server-side rendering. Donc, je fais une main. Et j'enlève tout le monde dans 10 minutes. Ok, je vais lancer mes slides. Ok.
Donc bonsoir à tous, moi je m'appelle Jordan Lao et je suis tech lead chez Théodo aussi, du coup. Et aujourd'hui, je comptais vous faire un retour d'expérience sur ce qu'était le server-side rendering et en fait sur comment j'ai déployé une application visitée par 60 millions d'utilisateurs en production et le tout annuellement. Et pour ce faire, je vais vous parler de 3 choses. Donc d'abord, je vais vous présenter le contexte de cette mission. Ensuite, je vais vous présenter la stack technique qui a été choisie et le pourquoi de chacune des technologies qui ont été choisies. Et enfin, je vais finir par la stratégie de déploiement qu'on a finalement employée en vous présentant d'abord les critères qui étaient importants pour nous et surtout les solutions par lesquelles on est passé avant d'arriver à une solution finale. Du coup, pour ce qui est du contexte, l'application sur laquelle on a développé, c'était un site de cuisine en fait, assez connu. En fait, il y avait plusieurs problèmes, ce site, qui était que leur technologie en fait était plutôt ancienne, ce qui faisait que, ils avaient des difficultés à intégrer de nouvelles fonctionnalités et en plus, ils avaient beaucoup de bugs. Donc, soit lors de la mise en production, soit lors des développements. Ce qui faisait qu'en plus d'avoir des difficultés en plus d'avoir des bugs, ils avaient en plus du mal à les corriger vu qu'ils avaient, des technologies anciennes et difficiles à maintenir. Et du coup, en arrivant sur leur site, on avait une mission en fait chez eux qui était de du coup migrer, vers des nouvelles technologies, leur technologie. Et pour ça, en fait, le but par derrière, c'était d'améliorer, d'augmenter les revenus qu'ils généraient en grande partie grâce à la pub, en améliorant 3 choses. Donc d'un côté, l'expérience utilisateur, de 2, la performance et enfin le SEO. Tout ça pour attirer plus d'utilisateurs vu que les revenus sont générés avec la pub. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le SEO, c'est en fait le process d'améliorer le trafic, sur un site, dans le but, d'augmenter en fait, le trafic provenant, de moteurs de recherche. Maintenant je vais passer au choix de la stack technique qui était censée, venir régler tous ces problèmes-là. Nous on a opté pour, du SSR, du server-side rendering. Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de server-side rendering, le server-side rendering, à l'opposé du coup du client-side rendering, nous génère toute la structure du HTML avec l'affichage et le tout côté serveur. À l'opposé du client-side rendering qui lui va nous générer un premier HTML avec une liste de ressources à télécharger pour le navigateur. Et donc il y aura un temps de chargement qui sera effectif pendant que le navigateur télécharge toutes ces ressources. Là, on voit déjà un avantage certain du server-side rendering qui est que d'un côté, on va avoir un SEO qui est amélioré puisque on va avoir, alors en fait, on peut un peu comparer à un moteur de recherche, la manière dont un moteur de recherche évalue le site web sur lequel il va aller, qu'il va évaluer, avec une visite d'appartement. Donc imaginons, je suis quelqu'un qui visite un appartement. Si jamais je me rends compte que cet appartement est déjà meublé, ça me paraîtra plus facile de m'y projeter par rapport à un appartement sans mobilier et totalement vide. Le moteur de recherche va faire pareil pour un site web. Quand il va rentrer sur un site web, s'il se rend compte qu'il y a beaucoup plus de choses, ce sera beaucoup plus facile pour lui de l'évaluer et donc ce site web aura une meilleure note. Deuxième chose, c'est que au niveau de la performance, c'est amélioré parce que le site web se charge plus rapidement et plus de contenu est disponible directement. Et dernière chose, l'expérience utilisateur s'en va améliorer vu qu'il y a plus vu que le contenu se charge plus rapidement. Et donc, normalement, les revenus sont censés s'améliorer s'il y a plus d'utilisateurs grâce au pub. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on a utilisé pour accomplir tous ces critères-là? Donc, on a opté pour du Next.js, qui est un framework React.js de server-side rendering. Pourquoi on est parti sur cette technologie-là plutôt qu'une autre? Alors, d'un côté, déjà, le React.js, c'est une technologie que nous, on maîtrise, et que je maîtrise personnellement. En plus de cela, Next.js est un framework qui est très utilisé et surtout par de grandes entreprises, notamment Netflix, Uber, Twitch, et j'en passe. En plus de cela, on a utilisé Serverless, qui est un framework, qui est le framework d'ailleurs principal de développement en serverless. Et la particularité d'ailleurs de Serverless, c'est qu'ils font de l'infrastructure as code.
Donc, l'infrastructure as code, ça nous permet de gérer et approvisionner de l'infrastructure directement avec du code, comme le nom l'indique. Et donc, avec ça, on a la possibilité de déployer en fait toute une stack très facilement, simplement avec une commande. Et enfin, en provider, on a utilisé AWS avec leur service AWS Fargate, qui est un moteur de calcul sans serveur pour les conteneurs. Et donc, l'intérêt par ici de cette techno est de ne pas avoir à gérer la partie provisioning et de gestion des serveurs. Et maintenant, je vais vous parler de la dernière partie qui est la stratégie de déploiement qu'on a mise en place. Donc, d'abord, les critères qui étaient importants pour nous, c'était qu'on préférait utiliser le CDN Fastly. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un CDN, ça veut dire Content Delivery Network, qui est en fait un groupe de serveurs qui vise à délivrer du contenu web plus rapidement. Ce ne sera pas très important pour comprendre la fin de la présentation. Vous inquiétez pas. Mais du coup, c'était un des critères quand même qui était resté super important pour nous parce que l'idéal, c'était qu'on reste sur les CDN qu'on utilisait déjà, notamment Fastly, avec qui on avait déjà des contrats. Ensuite, on ne voulait pas de vendor lock-in, c'est-à-dire d'enfermement propriétaire en français. L'enfermement propriétaire, c'est un peu ce qui se passe quand vous achetez une machine à café et qu'elle vous impose en fait d'utiliser ses produits, à savoir leur propre capsule à café. Donc nous, on ne voulait absolument pas ça pour les technologies qu'on utilisait pour éviter notamment qu'ils nous pratiquent des prix abusifs, en l'occurrence. Donc ça, on voulait absolument pas que ça arrive. Et enfin, on voulait des technologies qui étaient maintenables et scalables pour la raison évidente qu'on voulait que le site tienne. Et donc, cela se traduit par un bon support et des technos plutôt stables. Donc maintenant, je vais vous présenter d'abord une solution qu'on a envisagée, la première solution qu'on a envisagée, qui est d'utiliser la librairie serverless Next.js, qui est en fait la solution privilégiée par serverless pour déployer une application en Next.js. Donc, on est parti là-dessus dans un premier temps, sauf qu'on s'est rendu compte que en fait, on ne pouvait pas du tout utiliser le CDN Fastly devant avec cette technologie, puisque cette librairie utilise Lambda at Edge, qui est un service de AWS qui nous oblige à utiliser CloudFront, qui est leur CDN privilégié. Donc avec ça, vu qu'ils nous obligent à utiliser leur CDN privilégié, on se rend compte en fait on s'est rendu compte qu'on avait du vendor lock-in, et donc c'était pas du tout envisageable pour nous, malgré le fait que c'était la librairie qui était maintenue quand même par serverless directement, et donc ça allait être maintenable et scalable. Et finalement, on est parti sur une autre solution du coup, qui est de faire tout simplement tourner l'application Next.js sur un Docker. Donc l'application Next.js buildée et ensuite la déployer via serverless sur AWS Fargate. Donc dans ce cas-là, le CDN Fastly est OK puisqu'on peut l'utiliser et le mettre directement devant AWS Fargate. Il n'y a pas de contrainte particulière sur des CDN. En plus de cela, pas de vendor lock-in particulier parce que avec nos scripts serverless, on peut décider de partir sur un provider ou un autre et on n'a pas de contrainte particulière en fait avec un service donné. Et enfin, on avait quelque chose de maintenable, on a d'ailleurs actuellement quelque chose de maintenable et scalable parce qu'on maîtrise toutes ces technologies. En plus de cela, pas de problème sur Next puisque tout est géré directement par Next avec son build. Et enfin, le découpage de l'infrastructure as code est géré dans serverless et en plus a déjà été testé sur d'autres projets qu'on avait déjà développés. Donc, on est confiant sur le fait que ça tienne puisque ça a déjà tenu par le passé. Voilà tout pour ma présentation. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que vous avez plein de questions parce que je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vais juste enlever les slides pour les remettre pour voir les questions. Hop. Alors, il y avait une question mais à laquelle tu as répondu. Pourquoi avoir utilisé Fargate plutôt que AWS Lambda? Peut-être expliquer la différence entre les deux services d'Amazon? Ouais, alors AWS Fargate, AWS Lambda, pour le coup, c'est le service assez simple de AWS qui te permet de déposer du code en fait en serverless qui va être directement lancé par AWS. AWS Fargate, lui, est un service un peu plus précis qui peut passer par AWS Lambda.
mais qui, lui, va te gérer directement tout ce qui est partie provisioning et gestion des serveurs. Et tu n'auras pas du tout à t'en occuper. D'accord. Ok. Alors, en effet, il y a plein de questions. On enchaîne. Est-ce que tu mets que tes assets images JS dans le CDN ou d'autres choses? Alors là-dedans, dans le CDN, on a mis pas mal de choses. Alors le CDN, nous, il nous sert d'ailleurs essentiellement à gérer du cache déjà. Tout ce qui est asset, je suis pas sûr à 100%. Ça, c'est géré plutôt côté ops. Donc j'aurais du mal à répondre là-dessus. Mais enfin, en tout cas, la manière dont nous on l'utilise vraiment, c'est de faire du cache plutôt. Et donc faire passer en fait nos calls backend par Fastly pour pouvoir les retenir dans le cache. Et notre HTML notamment, voilà. Ok. Voilà. Alors, je ne suis pas sûr de les prendre dans l'ordre, on va voir. Comment vous rendez votre stack maintenable? Combien de tests avez-vous? Quelle typologie? Alors pour rendre notre stack maintenable, bon déjà à l'échelle assez basse du coup de nos développements, on a des tests unitaires, des tests d'intégration qui sont mis en place. On est encore en train d'essayer de s'améliorer là-dessus parce qu'on n'a pas tout qui est mis en place. Mais en tout cas, c'est la première stratégie qu'on a. Alors combien de tests on a? Enfin, je ne saurais pas quantifier exactement. Le coverage doit être augmenté encore une fois. On essaie de le surveiller. On a un sujet d'ailleurs en ce moment pour l'améliorer. Et sinon, au niveau plutôt de la maintenabilité de nos services et du site, on fait des tests on a fait des tests au préalable de montée en charge pour s'assurer que le site tienne bien à la charge et au trafic, et au pic en fait annuel qu'il y a sur le site en question. Et quelle typologie? Je suis pas sûr de comprendre la question. Si tu peux préciser. Écoute, en attendant la précision, on va mettre une autre question. On va prendre celle-là. Donc, Colin, je ne comprends pas bien le lien entre serverless et IaaS. Vous avez des lambdas pour faire le déploiement? Alors, IaaS, je suis pas sûr de voir. IaaS. Du coup, on veut bien une précision sur la question. C'est infrastructure as code, non? Ah, c'est Si, c'est ça la question. Ok. Ouais, D'accord. désolé, je n'avais pas l'acronyme. Ouais, du coup, en fait, dans serverless, avec serverless, en fait, c'est un framework qui nous permet de faire du serverless, du coup. Et leur script, en fait, ce qu'on va faire avec serverless, c'est qu'on va coder directement notre infrastructure. Et donc, on va pouvoir directement faire de l'infrastructure as code avec serverless. Et donc, est-ce qu'on a des lambdas pour faire le déploiement? Alors, c'est plutôt... Nous, on fait de l'intégration continue. Il me semble que c'est pas des lambdas qui font le déploiement. C'est directement... alors, j'essaie de me rappeler exactement comment c'est fait par derrière. Lambda... Non, normalement, c'est fait directement de notre... alors, c'est géré côté Ops, encore une fois. Et normalement, c'est déployé via notre intégration continue directement. Donc, je pense pas que ce soit... Je pense que c'est via des scripts CloudFormation, normalement, qu'on les déploie. Enfin, via du serverless, quoi. C'est un peu vague. D'accord. Donc, ça répond peut-être à cette question sur qu'est-ce que vous utilisez pour l'infrastructure as code, en fait. Voilà. Donc, il y a la réponse qui est là. C'est CloudFormation généré par le framework serverless. OK, voilà. Donc là, c'est bon. On a fait le tour de cette question, je pense. Je remonte un peu. Il y a une question sur tout ce qui était haute dispo. Est-ce que tu obtiens une solution highly available avec Fargate? Alors, je connais pas le principe de highly available. Je sais pas si je vais bien le préciser, mais d'après le nom, je comprends que ouais, ça nous permet en tout cas avec Fargate de scaler, de vraiment faire en sorte que notre site soit très peu down, en tout cas avec nos tests. Et du coup, ça nous permet en tout cas de maintenir le site normalement assez souvent, très souvent. Ok, il y a une question sur la fréquence de livraison en continu.
Du coup, à quelle fréquence? Alors normalement, en fait, ça dépend de nous. On livre directement en continu, pour le coup, sur nos serveurs en staging, du coup, pour tester. Pour le coup, la fréquence de livraison, ça va dépendre un peu des fonctionnalités qu'on aura développées. Là, on n'est pas totalement, en réalité, en production avec toute cette infrastructure. Elle se déploie au fur et à mesure là-dessus. Sur l'ancienne stack, du coup, la livraison continue était compliquée. Donc, j'ai pas encore vraiment d'exemple pour le coup de combien ça va être livré en continu pour le coup sur la suite. Dac, merci pour la réponse. Alors, je pense que j'en ai oublié une qui demande si vous utilisez un CDN, pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un Docker pour faire tourner Next? Du coup, en fait, alors pour le CDN, je sais pas. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de builder vraiment toute l'application Next sur Docker pour que, en fait, toute la partie serveur de Next soit aussi gérée directement dans Docker et pas dans le CDN. Donc, en tout cas, on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien comme ça, et c'est pour ça qu'on est parti sur cette solution. On avait vraiment eu du mal pour le coup à trouver une solution bien stable, qui fonctionnait bien. Donc, je ne sais pas si on a exploré vraiment toutes les solutions qu'il fallait. Donc, en tout cas, on a pris la solution qui fonctionnait bien avec Docker. Ok. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Alors, si j'oublie une question, n'hésitez pas à relancer dans le chat. Sinon, on va passer à la suite. Je pense qu'on va continuer dans tous les cas, vu que c'est déjà 20h. Ouais, par rapport au timing, ouais. Ok. Ouais. Merci encore. Merci à vous. Et du coup, le prochain talk que j'ai pas préparé mes slides, ce sera donc comment envoyer des mails sans SaaS, sans effort, par Nicolas. Donc, Bonjour à tous. Ton écran, je crois que t'as pas ton partage activé, Nicolas, si tu peux le faire. Il est là. Ok, parfait. Bien, j'enlève tout le monde et à dans 10 minutes. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient aussi à cœur, sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs semaines sur mon dernier projet. C'était l'idée d'envoyer des mails sans SaaS et sans effort. Je trouvais ce sujet marrant parce qu'en fait, quand on m'a dit qu'il fallait qu'on envoie des mails, je me suis dit, ah, mais ça va être comme quand on doit envoyer des fichiers CSV ou ingérer des fichiers CSV dans une API ou des trucs comme ça. Je sens que ça va créer plein d'erreurs. Et donc, du coup, je me suis posé la question est-ce qu'on allait le faire sans SaaS et avec SaaS, d'où le sujet de ce talk. Alors, tout d'abord, je vais revenir sur notre besoin. Notre besoin, c'est d'informer l'utilisateur de l'avancée de son dossier et lui permettre, du coup, de se connecter à un site sur lequel il va pouvoir effectuer des actions sur un dossier, et il va recevoir par mail des avancées au fur et à mesure de l'avancée de son dossier. Donc, tout d'abord, il va recevoir un mail pour savoir que son document est disponible pour une signature. Ensuite, s'il n'a pas fait la signature, il va recevoir une relance. Et enfin, une fois qu'il a signé et qu'un certain temps s'est écoulé, il va devoir pouvoir recevoir un mail qui est un document résumé de son contrat, de son dossier, et on doit notifier de ça. Donc, on voit qu'on va devoir envoyer des mails à plusieurs reprises. Et la question qu'on s'est posée, c'est finalement, est-ce qu'on utilise un SaaS ou pas pour le faire? Donc, un SaaS, c'est System as a Service. S'il y en a qui ne le savent pas, ça va être des outils, des services en ligne, donc tels que par exemple Mailchimp, qui permettent d'automatiser, qui proposent des services tels que l'envoi de mails. Donc, on peut faire appel à ces services pour, par exemple, automatiser cet envoi de mail. Notre gros problème, c'était que notre client était un grand groupe et finalement, on ne le voulait pas. J'ai essayé de creuser quand même le sujet pour me dire, en vrai, est-ce que ça serait quand même pas bien d'utiliser un SaaS? Je me suis rendu compte que quand même, ça ajoutait une dépendance à une API.
donc au SLA de l'API. Si l'API était down, du coup, nous aussi, notre service était mal en point. Et ça a demandé aussi de se former à l'utilisation de l'API. Si finalement notre feature d'envoi de mail était assez simple, ça restait pragmatique de construire cette brique, surtout qu'elle avait déjà été construite sur un projet similaire, et donc du coup, on pouvait se dire qu'on pouvait l'utiliser. Par contre, avec un SaaS, on savait d'ores et déjà que le design pouvait être effectué par des UX. En fait, vous pouvez des UX connectés au SaaS, par exemple pour Mailchimp, c'est possible, et créer le mail, et qu'on était certain qu'il était conforme une fois envoyé. C'est-à-dire que le mail envoyé, un des atouts de SaaS, c'est qu'une fois que le mail est envoyé, on est OK. Ensuite, les SaaS permettent un reporting d'erreur, des statistiques d'ouverture plus complètes. Et on peut aussi profiter de serveurs de mail avec une bonne réputation. Si on travaille avec une petite entreprise dont le serveur de mail n'a pas forcément une bonne réputation, on peut avoir des mails qui arrivent dans les spams, facilement dans les spams, ou ne peuvent pas être reçus, peuvent être bloqués. Donc, comme je vous ai dit, on doit envoyer des mails à plusieurs reprises pour un suivi de dossier. Donc, comment est-ce qu'on a fait? Tout d'abord, on a une première entrée avec un scheduler. Scheduler, en fait, tous les matins à 7 h, donc là, ça prend la forme d'une sorte de cron. Donc, tous les matins à 7 h, il va voir s'il y a des mails à envoyer. S'il y a des mails à envoyer, on va setter des variables dynamiques qui vont être injectées dans le mail, donc dans un template de ce type-là. Donc, on voit des variables ici, qui sont des variables CSS, mais on voit aussi, par exemple, ici un contract ID. Donc, ces variables dynamiques qui sont du coup différentes pour tous les utilisateurs. Et donc, avec ces variables plus le template, on peut du coup utiliser le service de mail ici de Spring Boot pour l'envoyer. Donc là, l'architecture que je vous ai présentée, notre solution, c'est une solution qu'on peut employer en Spring Boot, qui a fonctionné plutôt bien finalement, parce que en fait, on s'est rendu compte que sur Gmail, ça fonctionnait bien. C'est-à-dire que voilà, on a envoyé le mail sur Gmail, on l'a reçu, puis on s'est dit que ça fonctionnait bien, c'était cool. En fait, on a aussi essayé sur Outlook. Et on s'est rendu compte que finalement, c'était pas aussi simple que ça, et que on avait peut-être raté quelque chose dans notre design. Puis en fait, on s'est aussi rendu compte que quand on transférait nos mails sur Gmail, ça ne fonctionnait pas non plus. Et puis quand on faisait un forward de mail, le texte devenait du lait. Ce qui est arrivé dans le cas des mails qu'on envoyait. Là, ils étaient souvent transférés à 2 personnes dans la boîte. Donc on a compris qu'en fait, il y avait un truc qu'on avait raté. En fait, on avait raté quelque chose qui est très important, c'est de se poser la question de comment est-ce qu'elles étaient visualisées nos mails, et comment est-ce qu'on pouvait les tester de façon efficace. Donc, on a benchmarké tout d'abord, finalement, donc le graphe qu'on voit suivant, on s'est dit, OK, finalement, les mails, ils sont vus sur quelle plateforme? On s'est tout d'abord rendu compte que les mails étaient vus énormément sur mobile. Alors, donc, ce graphe vient de litmus.com, qui est justement un SaaS qui permet d'envoyer des mails. La méthode qu'utilise ce SaaS pour envoyer des mails, pour récupérer ces métriques, est via les images. Donc, il vérifie si l'image est récupérée, et donc, du coup, ces métriques ne sont pas tout à fait vraies. Notamment si le serveur, si le client mail bloque les images, ça ne fonctionne pas. Mais on peut voir que quand même, Gmail qui ne bloque pas joue à part égale avec Apple Mail, avec les mails sur Safari, les mails sur l'iPhone, etc. On voyait que si on voulait tester tous ces clients web, ça allait quand même nous demander de faire beaucoup de tests, parce qu'on voit qu'il y en a beaucoup qui se partagent la part du gâteau, plus Outlook ici qui n'est pas représenté. Donc on s'est posé la question de finalement comment est-ce qu'on pouvait tester les mails de façon efficace pour s'assurer qu'ils seraient bien envoyés. En fait, à ça, on s'est dit tout d'abord, en fait, il faut construire nos mails pour mobile. Ce qu'il faut se dire, je vais vous présenter à la fin une solution qui permet de le faire, mais c'est que c'est très difficile de faire des designs de mails qui sont responsives. Si on veut faire simple, si on veut être certain que ça marche du premier coup, il faut designer nos mails pour mobile. On n'est pas forcé d'utiliser des tables. Les mails que je vous ai présentés, il n'est pas fait avec des tables, on peut juste utiliser une div comme on a l'habitude, mais il faut construire d'abord nos mails pour mobile. Ensuite, il faut injecter le style en inline. Je vais vous présenter un outil qui permet de le faire. Si possible, il y a des variables pour quand même avoir une logique, donc il y a des templates et des variables pour avoir quand même une logique de réutilisabilité, mais il faut injecter le style en inline et surtout pas utiliser et surtout pas mettre le style dans le header. Ensuite, il faut tester systématiquement sur mobile
et si possible, faire un transfert de mail. Pourquoi un transfert de mail? Parce qu'en fait, le serveur mail, le client mail, va complètement déstructurer le DOM, complètement déstructurer le DOM du mail quand il va le transférer. Et ça va nous c'est ce que fait par exemple Outlook, et on voyait que sur Outlook ça fonctionnait pas du tout. En fait, pourquoi est-ce que sur Outlook ça fonctionne pas? Parce qu'il va désactiver plein de propriétés CSS et restructurer le DOM pour l'afficher à sa façon. Et en fait, quand on transfère, même sur Gmail, on va pouvoir facilement détecter si du coup le design de notre mail n'est pas cassé. Enfin, utiliser l'outil de développement adapté. Donc, je vais vous en présenter quelques-uns. Donc, tout d'abord, celui qu'on a vraiment adoré, il s'appelle Mailtrap. Vous connaissez peut-être Mailhog, donc, qui permet de le faire en local. Ici, c'est vraiment un service qui permet deux choses. Qui permet, comme Mailtrap, donc si vous le connaissez, en fait, on peut choisir, on peut configurer du coup Mailtrap. On peut configurer notre serveur mail pour qu'il pointe vers Mailtrap. Nos mails vont arriver sur Mailtrap. On va pouvoir voir du coup le rendu. Donc là, je suis content, j'ai un bon rendu. Je vais pouvoir regarder la source. Et surtout, en fait, je vais avoir accès à quelque chose d'extraordinaire qui nous a beaucoup aidé. Je vais pouvoir avoir accès aux informations je vais savoir quel client mail ne supporte pas les règles CSS que j'ai appliquées. Ça va me donner beaucoup d'informations qui vont me permettre de rapidement faire mes petites corrections s'il en restait à faire pour avoir un mail qui s'affiche bien in fine. Ensuite, je vous avais parlé du fait que c'était indispensable de mettre l'inline dans les divs, et en même temps, moi, j'ai quand même assez envie d'avoir, de designer quand même mes mails en utilisant mes bodies, mes classes, etc. Quelque chose qu'on peut utiliser si on veut aller rapidement, ça peut être putmail. Pardon, en fait, il est déjà ouvert ici. Donc on peut l'utiliser, donc du coup putmail. Ça va. Donc là, j'ai une page tout à fait normale avec vraiment ma balise style, mes classes, etc. Et en fait, ça va injecter. C'est un outil qui va nous permettre d'injecter du coup toutes nos classes dans le style de nos classes dans vraiment les divs, ne pas avoir ce problème du coup de style qui est cassé, parce que quand certains clients web suppriment le style présent dans le header, la plupart même. Enfin, et dernier sujet, j'ai une alternative aussi pour vous. Ça s'appelle MJML. Ça a été découvert... pardon. Désolé. Ça a été découvert par mon coloc, et donc j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, mais ça marche très bien. Ça marche très bien. En fait, ça va être du coup un outil qui va nous permettre d'avoir du templating, en fait, un peu comme Bootstrap. Ça va nous permettre d'avoir, donc on aura des fichiers HTML qui gèrent les templates, etc. Mais on va avoir du coup un fichier MJML qui va être ensuite traduit en HTML via le moteur MJML pour s'afficher, et on va être certain que le résultat va bien s'afficher sur tous les navigateurs, voire même va pouvoir s'afficher sur mobile ou sur desktop un peu différemment. Donc voilà, ça peut aussi servir. Voilà, c'est tout ce que je voulais proposer sur les découvertes que j'ai fait avec les mails. Est-ce que vous avez des questions à ce propos? Merci. En attendant que les questions arrivent, moi j'en ai une première. Là, tu nous as surtout parlé de la mise en page des mails. Est-ce que vous avez eu des problématiques de mails qui tombent en spam parce que votre serveur était mal configuré? Alors, on n'a pas eu on a eu la chance, et c'est aussi ce pourquoi on s'est dit que c'était OK de passer du coup par les serveurs MX du client. C'est que en fait les serveurs étaient bien reconnus, étaient considérés comme fiables. Donc, du coup, on n'avait pas cette problématique de mail qui est dans le spam. Donc voilà.
On a aussi fait des calls, on a appelé des utilisateurs même pour vérifier si réellement ils recevaient bien leur email. Et on s'est rendu compte qu'ils recevaient tous leur email et qu'il n'y avait pas de problème à ce sujet-là. Ok. Mais on a eu la chance d'avoir un serveur mail qui était bien référencé. Alors, une première question dans le chat. Salut Nicolas, du coup, ta conclusion, est-ce qu'il vaut mieux utiliser SaaS ou créer sa brique mail soi-même? Merci. Merci pour la question. Comme je te disais au début, finalement, je pense que ça dépend un petit peu du contexte. C'est aussi à recontextualiser avec notre client. Si notre client a déjà un serveur mail qui fonctionne bien, qui est déjà utilisé, et que finalement les logiques associées au mail, enfin si on veut juste envoyer des mails de type notification, si on ne veut pas faire du marketing, si on ne veut pas avoir des informations d'ouverture, etc., je pense que ça peut être pragmatique, ça peut être plus rapide d'envoyer, enfin de créer sa propre brique mail si on est sur un sujet qui est simple. Si on commence à avoir un peu de complexité qui s'ajoute, notamment du marketing, je pense qu'il est nécessaire de passer par un SaaS. Et donc nous, on était du coup dans un contexte où créer sa brique mail soi-même était assez logique. En tant que tel, en dev pur, ça nous a pris 3 jours. Voilà, merci, Voilà. merci pour cette réponse et merci pour la réponse à la question suivante sur combien de temps ça a pris de développer cette fonctionnalité. Donc 3 jours. Voilà. Ok. J'enchaîne s'il n'y a pas d'autres questions. Ouais, je pense qu'on est... Au niveau de charge serveur, est-ce que vous avez noté des choses? Pardon, j'ai pas entendu la question. Au niveau de la charge du serveur, parce que c'est souvent un truc répandu, quand on envoie beaucoup de mails, c'est quelque chose qui demande des ressources, de ce que j'ai entendu, je n'ai jamais pu vérifier. Et souvent, il y a des stratégies de découper un peu en lots pour envoyer à plusieurs moments ou ce genre de choses. Est-ce que vous envoyez suffisamment de mails pour être confronté à cette problématique? Alors de façon très, alors non, on n'a pas eu de problème parce qu'on n'envoyait pas beaucoup de mails par jour. Ouais. Et on faisait. Par contre, il y a quelque chose auquel on a dû faire très attention, qui était assez intéressant. C'était que, en fait, notre cron, au début, notre scheduler, en fait, elle tournait sur toutes les instances. Et donc, du coup, en fait, on avait plusieurs instances qui étaient déployées en production. Et donc, au moment de s'envoyer, en fait, on ajoute un check en base de données une fois que le mail a été envoyé. En fait, vu qu'on avait 3 instances en production qui tournaient, en fait, les mails étaient envoyés 3 fois. Par contre, donc ça, je réponds, je rajoute une petite note d'information, mais c'est important. Quand on fait de base des jobs schedulés, et notamment pour l'envoi des mails, si on veut les envoyer à date fixe et heure fixe, c'est important de se poser la question de est-ce que j'ai bien qu'une seule instance qui va runner ce type de job. Mais on n'a pas eu de problème d'envoi de critique de charge, parce qu'on envoyait une centaine de mails par jour maximum, donc ça allait. Merci. Merci pour la question. Mais merci pour tes réponses. Je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a pas de nouvelles questions dans le chat. Ouais. Donc on va pouvoir conclure, du coup. Je vais remettre mon slide, un gros merci. Donc, merci à vous 4 d'avoir été là, de nous avoir fait présenter ces sujets qui étaient très intéressants. Donc, on vous donne rendez-vous à tous le mois prochain. Alors, je n'ai pas regardé la date, ça sera donc le 2e mardi du mois, si vous avez bien suivi. Et du coup, le 2e mardi d'avril, ce sera le 13 avril. Je crois qu'on a déjà ouvert les inscriptions. Il y a déjà 2 talks, ou un seul, je ne sais plus. Donc, n'hésitez pas à proposer vos talks si vous voulez venir en présenter. Et voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui. On avait déjà fait une annonce le mois dernier. On va la refaire ce mois-ci. On cherche à agrandir l'équipe pour faire les talks à distance, principalement. Peut-être, si ça marche bien après pour du présentiel dans votre ville, s'il n'y en a pas encore, vous pouvez créer ou rejoindre l'équipe de votre ville.
On a déjà trouvé potentiellement une personne. Si on peut en avoir 2, c'est nickel. Donc, si vous voulez rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, par un des comptes mail des différents comptes Twitter des Human Talk. Du coup, on le fait où le karaoké? Ok, bonne question. Par contre, vous avez évoqué les karaoké slides. Si vous voulez en faire, n'hésitez pas à proposer l'idée pour le mois prochain. On peut organiser ça, sans problème. Ça peut être marrant. Voilà. Si un de vous a quelque chose à dire, sinon on peut conclure là-dessus. Merci pour l'organisation, c'était top. Yes. Très cool. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on va couper. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, salut. Bonne soirée.